comité de défense, on l'a fondé en 2009 et c'est un comité de défense et de développement. Et quand il s'est mis en place, c'est pas n'importe quand. On était en pleine RGPP, donc en révision générale des politiques publiques. Vous vous souvenez, de triste mémoire, non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui partait en retraite. Et donc, comme les autres services publics, on subissait cette politique aveugle et destructrice. Mais, et c'est important parce que le sentiment partagé, y compris entre nous et avec un certain nombre d'entre vous déjà le 13 octobre dans notre réunion précédente, c'est qu'on a le sentiment de revivre à peu près la même chose. Autrement dit, le plat est en train de repasser, on a changé la sauce, mais c'est à peu près la même chose. Et pour l'enseignement agricole public, l'effet, il est démultiplié par rapport à d'autres dispositifs. Ça peut faire beaucoup de mal dans la grande maison éducation nationale, ce type de politique, c'est une évidence. Mais sur un petit système qui est toujours vanté pour sa proximité, des établissements à taille humaine, etc., etc., les effets sont très, très, très rapides en termes d'affaiblissement, d'affaissement, d'assèchement. C'est tous des termes qu'on avait employés, y compris dans certaines tribunes qu'on avait sorties à l'époque à l'initiative justement du comité de défense. Et on est en train de revivre exactement la même chose. Donc, on est sous le coup d'un plan de suppression d'emplois. On baptise ça schéma d'emploi. En guise de schéma d'emploi, c'est une perspective de suppression. Il y a juste la première année où ils avaient suspendu leur vol pour regarder comment ça bougeait dans le dispositif. Et là, les suppressions sont maintenues jusqu'à la fin du quinquennat. Donc, c'est 4 années de suppression. On a déjà subi 2. Donc, c'est un schéma global de 300 emplois supprimés avec un petit rouleau compresseur qui s'est mis en route donc, il y a 2 ans avec d'abord 50 emplois, puis maintenant 60 emplois, puis pour l'année prochaine, donc confirmé au PLF 2021, 80, et on garde le meilleur pour la fin, 110 pour finir d'achever la bête à l'aune 2022. Ça n'est pas tenable. J'allais dire que membre de la commission culture-éducation de l'Assemblée, toutes les questions relatives à l'enseignement m'intéressent. En tout cas, il me semble qu'il y a fort à faire en la matière parce que dans l'enseignement agricole comme dans l'enseignement en général, nous sommes plutôt sur un rouleau compresseur. Donc, je conteste cette orientation du gouvernement en général, mais aussi en particulier dans la période, alors que dans ce contexte de crise sanitaire, il faudrait là, je le dis, mettre plus de moyens, d'autant qu'on est capable d'en mettre ailleurs. Donc, vous avez pu l'observer dans le cadre du projet de loi de finances. J'ai, avec mon groupe, déposé un certain nombre d'amendements. Bon, vous avez observé que, là encore, en la matière, de toute façon, cette majorité dit non, non, systématiquement rejette l'ensemble de nos propositions, y compris celles qui, j'allais dire, coûtent, coûtent le moins. Je crains que l'on ait assez peu de levier, malheureusement, pour infléchir la politique budgétaire du gouvernement. Moi, ce que je note, et je le note depuis plusieurs mois, plusieurs années, presque le début du mandat, c'est que derrière les discours et les affichages, on voit bien que, en fait, concrètement, et ça se traduit dans la politique budgétaire, l'enseignement agricole public est plutôt sous le rouleau compresseur du gouvernement. On a été dans l'impossibilité quasiment d'écrire des amendements, parce que les amendements en question, ils sont dans des missions dont le budget est normé. Donc, ça peut être effectivement de la communication, mais on est pratiquement dans l'impossibilité d'agir sur le budget quand le budget arrive au Parlement. Sinon, et encore, quelquefois, avec des députés, ça arrivait, des députés de la majorité. J'ai eu le cas, par exemple, un amendement qu'on a réussi à faire voter, mais je ne sais pas s'il est allé jusqu'au bout sur les créations de postes à l'ONF. Pour l'instant, les amendements qui seraient déposés au nom de la commission seraient essentiellement des amendements de soutien au MFR. Moi, je ne suis pas contre ça, mais je pense que dans la situation où est l'enseignement public, je ne peux pas imaginer que la patte du Sénat en termes d'enseignement agricole se résume au soutien au MFR. Je pense qu'il faut absolument qu'on parvienne à faire bouger des choses comme ont tenté de le faire nos collègues à l'Assemblée nationale.
Dans les arguments qui me semblent nécessaires de mettre en avant, la nécessité d'un accompagnement personnalisé plus important encore des élèves compte tenu de la crise. À Yvetot, l'accompagnement personnalisé, il se fait à 32, donc à toute la classe. Donc on voit bien que dans la situation avec le premier confinement, ça ne peut pas répondre. Et puis, je crois qu'il y a aussi à mettre en avant l'attractivité, le rôle des établissements publics dans chacun de nos territoires. Et je crois que toutes les organisations qui sont représentées aujourd'hui dans cette visio ont peut-être à mettre à profit, mais je sais que chacun le fait, hein, les jours à venir pour alerter l'ensemble des sénateurs sur le fait que, d'une part, l'enseignement agricole a des taux d'insertion exceptionnels et que dans la situation économique, sociale qu'on va connaître, c'est un véritable point d'appui. Et puis sur l'abandon ressenti et vécu par un certain nombre de nos territoires ne peut pas en reprendre une louche, si je peux le dire ainsi, avec des établissements qui disparaîtraient. Parce que je crois qu'il faut que chacun ait conscience qu'on est à un point de rupture et que c'est la survie même d'un certain nombre d'établissements qui se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a vraiment la nécessité de former des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole pour venir remplacer toutes les personnes qui vont prochainement partir à la retraite. Et ça nécessite du coup d'avoir une formation agricole ambitieuse avec un travail important sur les fermes des établissements agricoles publics. Donc, il faut vraiment se donner les moyens de pouvoir former ces personnes qui actuellement sont assez peu connectées au milieu agricole et qui sont en fait l'avenir de l'agriculture. Il y a tout un lien intensif de va-et-vient de savoir et de connaissances à transmettre à nos enfants qui aujourd'hui est en question, qui est questionné. Et le fait de baisser les dotations finalement à travers un PLF, c'est pas innocent, c'est parce que précisément on essaye de réduire des coûts alors qu'il faudrait au contraire les augmenter. Les augmenter pour permettre aux enfants de trouver ses vocations, mais aussi pour permettre aux enseignants de faire leur métier sereinement en se mobilisant davantage pour former nos enfants au monde qui vient d'une certaine façon et qui est déjà présent, et non pas dépenser l'essentiel de leur énergie à sauver ce qui est une école qui est fondamentalement nécessaire aujourd'hui. La question de l'indépendance alimentaire, de la qualité alimentaire dans les cantines scolaires est intimement liée à ce qui se passe dans les lycées agricoles. C'est pas simplement d'apprendre à produire, c'est aussi apprendre à bien produire en lien avec ce qui se passe à l'échelle de la planète. Donc ce qui est fait là est très important pour nous. Ensuite, à la réforme de la formation professionnelle, la loi Pénicaud de 2018 qu'ils ont appelé liberté de choisir son avenir professionnel. Vous avez vu les enseignants, vous avez été exclus des CPC. Donc voilà, le patronat et le gouvernement a pris la main sur toute la formation professionnelle. Et sans noircir le tableau, ça va être une bataille de chiens, voilà. Mais véritablement, hein, parce que là, que ce soit la FNSEA, l'ANIA, le MEDEF, les écoles publiques, ils n'en veulent plus. Je vais juste illustrer un petit peu une situation qui montre bien dans quel désarroi nous sommes. Juste avant les grandes vacances scolaires, en règle générale, nous avons ce qu'on appelle une DGH, hein, une dotation globale horaire, donc qui est plus ou moins prévisionnelle, mais enfin de juin à septembre, en règle générale, elle ne bougeait pas. Bien. Là, dans certaines régions, cette DGH est donnée, et bien elle est revue bien souvent à la baisse en septembre. Donc les équipes pédagogiques, par exemple, travaillent pour la rentrée scolaire, et à la rentrée scolaire, eh bien, nous apprenons que la DGH que nous avions n'existe plus en tant que telle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, nous n'avons plus assez d'heures pour faire tout ce qui est prévu dans les référentiels. Voilà où nous en sommes. Donc, pour faire en sorte que nous devons, parce que ce sont des heures que nous devons aux élèves, eh bien, on va piquer sur de la DGH qui est dit optionnelle. Ce qui veut dire qu'il y a des options qui faisaient la spécificité de l'enseignement agricole public qui ne sont plus accessibles à nos élèves. Voilà où nous en sommes.
si nous n'arrivons pas à bouger cette logique, l'enseignement agricole, public bien sûr, ne va pas s'en relever. Moi, je suis élu depuis fort longtemps, un vieux cheval en quelque sorte. Je pense qu'on est véritablement aujourd'hui au summum de ce qu'il peut y avoir comme communication faussée. C'est incroyable. La communication est faite de grands moulinets, de mensonges, avec une certitude qui est affichée. Enfin, moi, j'utilise souvent cette expression. Ils ont la queue du renard qui leur sort de la gueule. Ils disent qu'ils l'ont pas croqué. Le risque maintenant que nous avons devant nous, c'est un affaissement structurel. C'est-à-dire que les 2 rentrées précédentes, on nous a mis en difficulté, on a dégradé les conditions d'études, la capacité à accompagner les jeunes qui sont dans nos établissements, c'est clair, en supprimant des dédoublements, en se retrouvant effectivement à abîmer l'outil de formation de l'intérieur. Et là, on est en train de passer maintenant, pour les 2 années qui viennent, si rien ne change, dans un affaissement sur un plan structurel, c'est-à-dire incapacité à ouvrir de nouvelles formations. Donc, vous voyez qu'on est très, très, très loin de relever les défis de la transition agroécologique, ça c'est clair. On est même en train de leur tourner le dos. Et puis, ces effets donc, de suppression de quelques dizaines d'emplois, ma collègue Clémentine Mattelli, elle avait fait un petit rapport simple. C'est 300 emplois sur 4 années, c'est l'équivalent à peu près, quand on rapporte au nombre de personnel qui travaillent dans l'enseignement agricole public et d'enseignants en particulier, c'est l'équivalent d'une suppression de 10 000 emplois à l'éducation nationale, vous voyez, en termes de rapport, pour bien comprendre ce qui nous arrive et le fait que notre masse critique n'est pas du tout la même. Je voulais juste apporter quelques précisions par rapport au budget. La première précision, c'est que depuis 2012 environ, les effectifs de l'enseignement agricole privé baissent, et baissent de façon considérable, je dirais. Dans l'enseignement agricole public, il y a eu effectivement entre 2012, 2015, 2016 quelques baisses, nettement moins significatives, mais en tout cas, 2019, les effectifs étaient en hausse, et 2020, c'est une année un petit peu tronquée du fait de la crise Covid, mais en tout cas, dans l'enseignement agricole public, nous venons d'avoir les chiffres. La baisse, elle est très, très minime, hein, c'est moins 0,2% dans le public, et essentiellement lié à des redoublants que l'on n'a pas parce qu'ils ont eu l'examen et c'est tant mieux pour eux, alors que cette baisse se confirme dans le privé. Donc, ça veut dire que dans le privé, entre 2012, depuis 2012 et jusqu'à aujourd'hui 2020, c'est une baisse constante. Or, sur les 80 suppressions d'emplois qui sont annoncées, je rappelle qu'il y a 22 postes de personnel administratif, ce qui est une catastrophe pour les services administratifs des lycées, et que ces personnels-là sont exclusivement dans le public. Ça, c'est le premier point. Et je rappelle aussi que nous venons juste de savoir quelle était la répartition, parce que maintenant, le ministère n'a même plus l'honnêteté, le courage de mettre dans son document la répartition de suppression dans le public et dans le privé. Donc, en fait, il nous l'a dévoilé il n'y a pas très longtemps et il nous apprend que sur cette année, la suppression va être majoritairement dans le public, avec 58% des emplois qui sont supprimés qui vont l'être dans l'enseignement agricole public, contre les 42 pour le privé, alors que le privé continue de baisser. Je travaille maintenant pour l'Institut de recherche de la FSU, et notamment sur un sujet qui est un chantier qui a été lancé il y a 9 mois à peu près, sur la transition écologique et justice sociale. Et dans ce cadre-là, le premier volet sur lequel on travaille, c'est la question de développer le concept d'agroécologie dans les programmes scolaires, bien évidemment en premier lieu dans l'enseignement agricole, mais aussi au-delà. Et c'est vrai que dans ces questions-là, alors je crois que c'est Damien qui faisait référence à la modification suite à la loi Pénicaud de la structure des CPC, au-delà du fait qu'effectivement la parole est donnée essentiellement au MFR, comme tu l'as très bien dit. La deuxième problématique, c'est que du coup,
le concept d'agriculture qui est défendu, c'est plus le modèle défendu par ceux qui soutiennent l'agriculture qu'on appelle conventionnelle, et que effectivement toutes les valeurs qu'on porte pour l'agriculture, mais il n'y a plus personne qui prend la parole pour défendre ça. On souhaite aussi que le comité de défense, évidemment, soit très actif sur la question budgétaire, mais au-delà de la question budgétaire, soit aussi là sur finalement la défense de l'enseignement agricole public sur du temps long. Et c'est là après où nous, on souhaite mettre dans le paysage des temps peut-être qui vont être affichés là dans les mois à venir. Alors évidemment, il y a la question du salon de l'agriculture, mais nous, ce qu'on essaye de dire, c'est attention, l'enseignement agricole, ce n'est pas que l'agriculture. Et donc, évidemment que le salon de l'agriculture est un moment fort, mais il ne faut pas oublier que l'enseignement agricole a la particularité d'avoir d'abord des formations qui ne sont pas que des formations purement agricoles. On a des formations forestières, on a des formations services, on a des formations alimentaires. Enfin voilà, on a tous les secteurs finalement du ministère, plus de l'enseignement général. N'oublions pas qu'on a aussi la formation enseignement général. On a des bacs S, enfin ex-bac S, on a des bacs généraux, on a des bacs technologiques. Donc ça, ce sont aussi des éléments qu'on doit avoir en tête. Donc il y a évidemment la question du salon de l'agriculture. Le moment du salon de l'agriculture cette année va être particulier puisqu'il n'y a pas un salon réuni, mais il y aura un temps. Après, Jean-Marie travaille, il l'a dit tout à l'heure, sur un plaidoyer donc pour la place de l'agroécologie dans les programmes. On a prévu le 24 mars un séminaire. Nous, on souhaite par exemple que le comité de défense soit là aussi, c'est-à-dire qu'il soit identifié. Et puis ensuite, on a d'autres choses qui sont en prévision pour l'instant, qu'il n'y a pas de date, mais par exemple la FCPE a évoqué et avait déjà prévu de le mettre en place, avait prévu une journée sur l'enseignement agricole qui était prévue à Saintes et qui malheureusement n'a pas pu se mettre en place du fait de la crise sanitaire, mais ça reste dans le paysage de la FCPE. Là, nous, on souhaite évidemment que sur cette journée-là, le comité soit aussi actif. Et puis dernière chose, là c'est encore dans les tuyaux pour l'instant, mais il y a le projet des états généraux de l'éducation qui est en train de se monter. Donc là, on n'a pas de date, on sait que c'est en préparation, on souhaite être actif. Et là, par exemple, on va parler éducation, il faut que l'enseignement agricole y soit. Et nous, on souhaite vraiment ça, c'est-à-dire, il y a évidemment la part d'agriculture, la part du ministère de l'Agriculture et toute cette question évidemment professionnelle, mais n'oublions pas que l'enseignement agricole est une partie du système éducatif et donc qu'on soit aussi sur les autres rendez-vous. Et par exemple, le salon de l'éducation doit aussi être un rendez-vous très certainement pour le comité de défense. L'action qu'on doit conduire doit être une action de médiatisation, mais décentralisée. Que par grande région, on puisse organiser des rassemblements, qu'on décide un jour de frapper 10, 15, peut-être, je ne sais pas, manifestations au niveau régional, peut-être des anciennes régions, tout ça, c'est à voir en fonction des forces dont on dispose. Mais si tout le monde s'y met, avec la FCPE, avec la CGT, avec la FNAF-CGT, avec votre syndicat, le SNETAP, et d'autres, tous ceux qui sont mobilisés là-dessus, je pense qu'on peut, sur le terrain, arriver à avoir des bougées.